Yaoundé, capitale du Cameroun. Une revendeuse au marché Kolndongo. Commerçante, Arlette est spécialisée dans les produits halieutiques. Elle vend des crevettes, des silures, mais le gros de ses activités est consacré aux larves blanches du raffia, l'ophos dont elle a une expertise avérée. Le verre de 2000. Le verre de 2000. Le verre de 2500. Je peux prendre 60 verres. Je peux prendre 90 verres, ça dépend si j'ai une commande. Tu achètes comme ça, quelqu'un qui t'a fait la commande, peut-être il veut pour 400 000, tu achètes beaucoup. Et quand la personne là ne vient pas, tu es obligé de détailler toi-même et de perdre aussi de l'argent. Le marché, c'est comme la loterie. Tu gagnes aujourd'hui, tu perds. Demain, tu peux récupérer ce que tu as perdu. C'est comme ça. Nous sommes à Obout, petite bourgade de la zone forestière au centre du Cameroun. Autrefois célèbre pour ses ressources forestières, aujourd'hui Obout est réputé pour sa forêt de raffia, une large bande de forêts marécageuses, des centaines d'hectares. En plus des activités agricoles, de la petite pêche et de la chasse aux petits rongeurs, se développe une activité de plus en plus florissante. La récolte des larves blanches du raffia, localement appelée phos. La collecte des chenilles de Charançon présente un intérêt majeur pour les populations des populations forestières du Cameroun. Tout d'abord, elle leur permet d'obtenir des protéines bon marché gratuitement dans la nature. Ensuite, elle diversifie cette source de protéines. Et enfin, en cas de production suffisante, de collecte suffisante, leur permettent de compléter leurs revenus par la vente sur le marché local. Pendant la période des colons, la période des Blancs, c'était un poste où ils venaient stationner et où les grands chefs Amouada les nourrissaient avec le phos, parce que le Domba phos était très apprécié. Et quand les chefs passaient, on leur en faisait un mets. Venus de tous les villages de la région, voire d'autres localités du Cameroun, les hommes sont attirés par le vaste potentiel économique de ce produit forestier non ligneux. Ils écument la forêt arafiale à la recherche du moindre indicateur de la présence des larves de rhincophore qui forent les tiges de raffia pour se nourrir de sa moelle. Partout, en Asie, en Amérique tropicale et bien évidemment beaucoup en Afrique tropicale, on retrouve ces larves du charançon des palmiers, donc le phos au Cameroun. Ces coléoptères, alors ce sont des coléoptères d'assez grande taille, hein, ils font 4-5 cm. On les reconnaît à un rostre, une sorte de nez au bout de la tête qui va porter les mandibules. Et c'est une des caractéristiques de la famille, hein, des curculionides, à laquelle appartiennent ces phos, ou plus, dont le nom scientifique ce sont les rhincophores. La larve blanche du raffia fait le bonheur des gastronomes. Mais pour les raffias, l'exploitation est sévère. Et pour les hommes, elle n'est pas sans risque. À l'aide de pioches, de machettes et de haches, plusieurs centaines de troncs de raffia sont abattus par jour, incisés puis recouverts des feuilles. C'est là que les larves blanches issues des œufs vont se développer. Bodo Bertin est un exploitant. Il est originaire d'Obout. Comme bon nombre de ses congénères, il a appris de ses parents les techniques de prélèvement des nombreuses ressources forestières. Pour lui comme pour le chef de village, l'exploitation de la larve blanche est une chance pour le village.
Je suis arrivé, j'ai trouvé mes grands-parents. Ils faisaient dans le fosse. C'est ça qu'ils vivaient avec. C'est de génération en génération que ça évoluait. Quand une génération arrive avec peut-être leur technologie, ils ont donc commencé à battre seulement, mais par extrait le vent. Ils abattaient maintenant pour recueillir ce fosse-là. Au départ, le fosse ne se vendait pas. On le mangeait. Tout simplement, on abattait un raffia, puis on en retirait les fosses. Mais les gens de passage, l'ayant goûté, ont commencé à se demander s'ils ne peuvent pas l'acheter. C'est ainsi que les gars se sont mis à l'exploitation du fosse et qu'il a été très apprécié. Cette exploitation les a amenés à exploiter un raffia spécial. On l'appelle Essa. Le raffia Essa, pourvoyeur de la larve blanche tant recherchée, va-t-il survivre à l'appât du gain de ses innombrables collecteurs? Ce matin, Michel et Bertin vont à la récolte des fosses sur les centaines de pieds de raffia abattus il y a 4 semaines. Ils vont parcourir une dizaine de kilomètres. Dans la localité, l'abattage incontrôlé a rendu le raffia Essa de plus en plus rare. Le fosse est débusqué de tiges de raffia à l'aide de haches, de machettes et de doigts. De nombreuses larves sont blessées lors de la cueillette, ce qui les rend impropres à la vente. J'ai récolté là 2 tiges de raffia. Ça m'a donné 100 fosses. Sur les 100 fosses, bon, il y a 80 qui sont vivants, que je vais vendre ça aux femmes de Yaoundé. Et 20 qui ont été blessés, bon, c'est ça que je vais donner à madame pour préparer la maison. On va manger avec les enfants, en famille. Les enfants ont mangé. Les poches sont pleines. Tout va bien au village. Mais qu'en est-il des raffias? Ce qui a donc amené les gars à faire une exploitation sauvage, c'est que, voulant gagner plus, ils se sont mis à abattre ça avec des tronçonneuses. Quelqu'un pouvait abattre 100, 200 par jour. Vous voyez donc l'impact que cela apporte dans l'écologie du milieu. Cette forêt marécageuse constitue une potentielle zone à haute valeur pour la conservation de la biodiversité. Dans les années passées, les chasseurs tendaient des pièges pour s'approvisionner en protéines animales. Ils avaient un succès de capture assez élevé. Nous avons une destruction de l'habitat préférentiel des populations animales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chasseurs ne peuvent plus avoir le même succès de capture qu'auparavant. Tous ces problèmes nous ont donc poussé à réfléchir sur la nécessité de mettre en place un système d'élevage. À partir des études sur l'écologie de la larve blanche, une équipe de chercheurs travaille depuis quelques années à la mise au point des techniques d'élevage du fosse. À Obut, plusieurs récolteurs de fosses sont impliqués dans cette initiative. Michel est l'un des acteurs de premier plan. Ce matin, son équipe est à pied d'œuvre. Sous le regard avisé des chercheurs, l'équipe tente de reconstituer à domicile les conditions écologiques de l'habitat naturel des Rincoforts. En quelques minutes, on monte une plateforme chargée d'accueillir les caisses. Puis un hangar est érigé pour protéger l'ensemble du dispositif.
La première opération consiste à accoupler les géniteurs. Au bout de 30 jours, tu peux récolter ton fos qui a la même taille, la même couleur, le même goût, comme celle qu'on récolte en brousse. Après une journée de dur labeur, Michel et Bertin peuvent souffler autour d'un plat et d'un verre de vin de palme. Entre-temps, l'équipe de recherche est revenue au village. Elle veut s'assurer que tout va bien. Les bêtes ont-elles été bien entretenues, bien élevées, sécurisées? Quelques rincoforts sont déjà visibles, bien qu'étant encore au premier stade larvaire. Les œufs ont déjà été pondus. On va juste donc ajouter la nourriture chaque 3 ou 4 jours pour permettre que ces larves-là se développent. « 30 jours plus tard, c'est le suspense. Le village attend le verdict de l'élevage. Les commentaires vont bon train. Certains y croient, d'autres pas. Là maintenant, là, je sais déjà que ces adultes-ci qui donnent le fossi. Parce qu'avant, je ne connaissais pas comment on abat le tronc, on arrive, on trouve le fossi. Non, c'est que c'était les mouches qui venaient se poser et pour donner. On constate que tu as eu moins de résultats par rapport à Bertin. C'est mieux de changer la position où se trouve les vaches maintenant pour essayer de mettre là où il y a un peu les ombres. Et je constate aussi que là tu vois qu'il y avait des fourmis qui étaient dans ta box. Voilà, ces fourmis aussi pouvaient être la cause de la mort de... Voilà. Il faut que dans ces box-ci, on arrive à produire même 300 individus pour pouvoir rendre ça assez rentable et bénéfique. La technique qui a été mise au point permet justement de produire des charançons toute l'année, même en dehors de la saison sèche, et surtout permet d'épargner énormément de raffia. On arrive à produire la même quantité de charançons avec une quantité 4 à 8 fois inférieure de raffia, ce qui permet donc d'éviter de saccager les écosystèmes raffiales de la région. Attends. Où est-ce qu'il chauffe?